Bonjour. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres la soirée, et parce que nous sommes en direct de diverses parties du monde. Je suis Mina Alorebi, je suis la rédactrice du Journal national et je serai votre modératrice pour cette session extrêmement stimulante qui va durer 45 minutes. Nous sommes ici pour parler d'un différents sujets. D'abord, la manière dont les musées doivent être repensés et comment ils peuvent avoir une voix qui porte dans le monde et comment nous repensons les musées dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire un musée? Qu'est-ce que ça veut dire une collection? Quel est le récit, la narration qui va avec tout cela? Bien sûr, avec le Covid-19 et la manière dont nous rassemblons maintenant, vous pouvez voir que c'est une session qui est reproduite, mais également la manière dont nous nous rassemblons. Et c'est vrai que 2020 est tout à fait exceptionnel puisque c'est également l'anniversaire de NYU ici à Abu Dhabi et qui nous accueille, qui accueille ce séminaire, cet ensemble, ce symposium. Ceci dit, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans la boîte de dialogue pour les questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous essayerons d'y répondre au fur et à mesure qu'elles arrivent. Nous avons un panel absolument exceptionnel aujourd'hui que j'aimerais vous présenter. Bien sûr, vous avez toutes leurs biographies sont exceptionnelles. Il y a de la recherche. Il y a vraiment toutes sortes d'expériences dans le monde, dans l'univers des musées. Alors, nous avons avec nous Michael Potiorski, Monsieur Michel Govan, qui est donc le directeur du LACMA aux États-Unis. Et je suis ravie qu'il ait pu se joindre à nous, puisqu'il est tard à Los Angeles aujourd'hui. Merci d'être resté éveillé et de vous joindre à nous. Nous avons également son Excellence Houra Al-Qassimi, qui est donc aux Émirats, et également Souraya Noujaïm, qui gère les collections du Louvre Abu Dhabi, ici. Ensemble, nous allons évoquer la manière dont les musées changent, l'expérience du visiteur qui serait optimisée, mais également le récit, comment il est mis en place, qui possède ce récit. L'idée de la collection est également en termes de logique d'acquisition et en termes de logique de partage des collections. Et la manière également dont les collections se développent sont accumulées et partagées à travers les différents continents. Mais d'abord, avant de commencer dans le cœur de notre sujet, j'aimerais demander à nos panélistes comment est-ce que le Covid 2020 de cette année, quel impact la pandémie a eu sur leur vie et sur leur métier et également sur le futur de leurs institutions. D'accord. Je vais donc demander d'abord à Dr Noujaïm. C'est bien de vous avoir ici de manière virtuelle à Abu Dhabi. Il est évident que cette année est particulière. Juste 2 années après l'ouverture et entrer dans une crise sans précédent qui a vraiment impacté tous les secteurs culturels. Et bien sûr, cela a eu un impact énorme sur nos institutions et sur nos vies. Un impact également d'un point de vue opérationnel, au niveau curatorial, bien sûr, dirais-je, au niveau numérique, un impact
qui n'a pas forcément été prévu, quelque chose auquel on n'aurait pas vraiment pu s'attendre, pas forcément négatif parfois. Bien sûr, le public nous a manqué, l'audience nous a manqué, mais au niveau de la réactivité, nous avons peut-être pu nous en servir pour rebondir. Cela peut-être nous a montré une nouvelle manière de gérer nos opérations sur le terrain. Par nature, nos expositions sont semi-permanentes. C'est pourquoi nous avons dû faire face à des questions liées à la gestion des collections, la distribution des collections. Dans cette perspective, nous avons pu, avec tellement d'obstacles, tellement de limitations, tellement de difficultés, encore une fois, d'une certaine façon, cela nous a permis de repenser, de réimaginer notre mission, notre travail. En termes de priorité également, les priorités ont été redistribuées. Et ce, dans toutes les institutions. Des projets qui avaient commencé avant la pandémie ont été accélérés. Pas seulement à l'aspect numérique, et comment que les collections puissent atteindre le public directement chez eux. C'est quelque chose de très, très particulier en termes de récit. D'un point de vue curatorial, je dirais que nous avons saisi l'opportunité, si on peut parler en ces termes, de ne pas seulement repenser, mais également d'ajuster, d'adapter notre récit, notre narration muséale. Bien sûr, c'est difficile, hein, c'est un défi, mais c'était peut-être également très stimulant parce que nous sommes une institution jeune et c'est vrai que nous opérons dans un style start-up et que nous avons pu surmonter beaucoup d'obstacles. Et pour ce faire, nous avons pu compter sur nos partenaires. Merci. J'apprécie ce que vous avez dit, cette idée que les collections peuvent désormais atteindre le public chez eux. C'était une niche avant et maintenant c'est vraiment généralisé. Votre Excellent, cher Oural Kazimi, est-ce que je peux m'adresser à vous maintenant et vous demander comment est-ce que 2020 a impacté votre institution, également votre manière de réfléchir à votre métier? Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Je voulais j'ai eu j'ai souvent eu à répondre à cette question au début de la pandémie. La priorité était surtout d'être sûr que tout le monde au niveau de l'institution, que ce soit le personnel ou tout le monde soit en pleine sécurité, qu'il ne risque rien, voilà, que les gens étaient, sains et saufs et c'était pour nous, vraiment une priorité, ce qui était capital. Certains programmes comme la biennale par exemple, nous avons décidé de la retarder. Elle devait, se produire en mars, mais nous avons décidé de la reporter à l'année prochaine, pour avoir assez de temps et d'espace pour pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions. Est-ce que voilà, après nous avons réfléchi, est-ce que ça va être en ligne? Est-ce que ça serait, en présence? Nous avons donc pu, organiser cette exposition en juillet et nous avons eu énormément de public. Et à l'heure actuelle, nous avons la 3e édition
dans notre cinéma en extérieur. Donc ça a été vraiment, c'est vraiment super de voir les gens revenir. Notre festival du cinéma est partiellement en ligne, mais pour les expositions, c'est vrai que c'est dommage de tout faire en ligne et c'est peut-être un précédent. Et je pense qu'en termes d'institutions, c'est vraiment notre rôle premier de rassembler les gens, les personnes isolées par exemple. Et cela, c'est vrai que c'est un petit peu contre nature pour nous. Et donc, j'espère que nous pourrons faire davantage de choses en présence. Les choses en ligne restent et demeurent une priorité pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Également des projections cinématographiques. Je vous remercie, Votre Excellence. C'est vraiment fascinant, cette idée de pouvoir rassembler les gens. Et c'est vrai que maintenant, le fait que les choses peuvent venir à vous, c'est vraiment aussi exceptionnel. J'aimerais également que nous pouvions communiquer sur ce que son Excellence a dit. Michael, si vous pouvez réagir. Merci. Alors, en Californie, le gouverneur de l'État a été extrêmement strict et nous a placés dans une catégorie moindre d'importance en termes d'ouverture. Et en fait, nous n'avons pas ouvert depuis mars. C'est extrêmement déprimant, c'est difficile, non seulement au niveau financier, de maintenir tout notre personnel, qui sont des salariés, mais également au niveau de notre morale. L'idée est que les musées ne sont pas envisagés à leur juste valeur et nous avons des sculptures qui sont en extérieur. D'ailleurs, nous avons commandé des statues pour l'extérieur de manière à créer de l'énergie. Mais c'était tant tragique pour nous. Personnellement, j'ai perdu un ami du Covid dont il est mort. Mais c'est également un moment très stimulant aux États-Unis. Le Covid a coïncidé avec le meurtre de George Floyd qui a déclenché toute une série de manifestations, peut-être le plus grand mouvement aux États-Unis. Et le mouvement de Black Lives Matter a également affecté les musées parce que notre musée, dans l'histoire de notre musée, nous sommes vraiment à l'intersection, si vous voulez, de la pensée colonialiste. C'est vrai que ça fait un petit peu mal d'utiliser ce mot, mais c'est vrai que c'est un peu un racisme systématique, la manière dont on en parle aux États-Unis. Mais c'est vrai que depuis le 19e siècle, dans nos collections, nous avons un point de vue eurocentrique, peut-être un point de vue du colonisateur. Et donc, l'idée de repenser le musée nous a impacté très fortement. Et c'est vraiment quelque chose de très générationnel. Je le vois avec mes conservateurs les plus jeunes. C'est vraiment quelque chose de généralisé. L'idée était peut-être que tout mettre à bas et de tout recommencer. C'est vraiment des périodes extrêmement stimulantes parce qu'il y a un tumulte qui provoque la réflexion, le fait de repenser les choses. Et c'est extraordinairement triste de ne pas être ensemble en présence, mais également, cela a renforcé notre utilisation des outils numériques. C'est vrai que nous avons vraiment, littéralement, détruit une partie de notre musée pour reconstruire ce musée. Et ça a été un peu controversé, mais c'est également symbolique et c'est très intéressant quand on parle de la manière dont nous pouvons, nous n'avons pas d'amphi par exemple, mais comment est-ce que nous pouvons recréer tout ça? C'est vrai qu'être en ligne, nous avons pu atteindre des milliers de personnes auxquelles nous n'aurions jamais pu parler autrement. C'est vraiment, vous avez une expérience directe quand on
par exemple, quand on atteint les écoles, nous avons utilisé les vidéos YouTube en 7 langues différentes parce que Los Angeles est tellement multiple, multiethnique, multilinguistique. Nous avons donc une librairie vidéo qui est extrêmement utile pour les enfants et leurs familles, donc en termes éducatifs. Donc, ce sont des temps tumultueux, excitants, stimulants. Et c'est vrai que cette idée de repenser, recadrer, je crois que c'était nécessaire, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Et ce moment très stressant a accéléré les choses, a permis une reconsidération généralisée. Et donc c'est à la fois autant excitant, autant stimulant que stressant. Merci pour cette approche intergénérationnelle, et l'accessibilité était également devenue au cœur des choses. Vos institutions sont accessibles et j'espère bien sûr que nous pourrons tous reprendre les avions, revoyager. Donc maintenant, je vais demander au professeur Piotrowski de prendre la parole. Donc, il était à Moscou. Vous êtes à Moscou? Alors, je crois que votre micro. Ah, Saint-Pétersbourg. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. J'aimerais également que vous nous fassiez vos observations sur cette année de 2020 pour la pandémie, pour votre institution, mais également plus largement la manière dont le récit doit se faire maintenant dans les musées. Bien sûr, l'Ermitage a une histoire et un héritage, un patrimoine séculaire, hein. Et donc, par rapport à ce que Michael nous disait, bien sûr, vos pays sont différents avec des différentes références, mais également cet changement générationnel parmi les collections. Merci. Sabah khair. C'est génial d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais penser le Covid avec vous avec d'autres points théoriques. Alors, j'aimerais au niveau linguistique, j'aimerais partager mon écran avec vous parce que c'est important de vous montrer ce que nous faisons avec notre musée maintenant. Nous sommes vraiment en train de le repenser. C'est plutôt recadrer plutôt que repenser. Pour nous, un musée doit avoir une collection. Un musée sans collection n'est pas un musée. Mais comment nous faisons en sorte que nos collections parlent mieux aux gens? C'est vrai que réfléchir à tout cela pendant la pandémie nous a donné du temps. Construire des ponts, des passerelles avec des pays, des nations qui sont en grande difficulté. La culture est carrément médicale puisqu'elle permet d'être un ciment entre les cultures. Nous devons être ouverts. Nous devons aussi permettre la sécurité de nos citoyens. Donc, voyez, comme vous le voyez, il y a des différents carrés. Donc, c'est vrai que la distance, elle se fait automatiquement, elle peut se faire automatiquement. Les musées d'aujourd'hui sont très organisés en fonction des nouvelles règles sanitaires. Voilà donc l'Ermitage. Vous voyez qu'il n'y a pas la foule. Vous voyez, personne ne crie, personne. Tout le monde est concentré. Vous pouvez venir voir une œuvre et la contempler. Donc, bien sûr, il y a des masques. Les gens portent des masques. Ce n'est pas vraiment un dress code, hein. On peut en faire de l'humour. Nous avons réussi à nous avons ouvert donc une exposition sur les icônes russes peu avant la pandémie, avec cette idée d'être une discipline médicale. Nous avons réussi à
montrer des expositions juste pour réagir au Covid. Nous avons ouvert une exposition, lancé une exposition sur l'artiste chinois Zhang Han et ouvrir la discussion et parler du racisme. Nous venons de parler du racisme aux États-Unis, mais en Chine également. Et donc, nous avons pu avoir cette exposition de cet artiste majeur chinois. Et l'Ermitage a fait une installation vidéo et qui montre le monde dans la façon dont nous concevons le monde, nous avons vu le monde. Dans le monde d'aujourd'hui, une autre exposition de ce mois-ci, la prochaine diapo, est le résultat d'une restauration d'un magnifique tableau par Bronzino. Le meilleur musicien au monde qui a été puni et exécuté. C'est une histoire très bien connue, mais aujourd'hui, avec le Covid, nous la comprenons mieux. Et nous devons garder de l'humilité. Et c'est une histoire, c'est une manière de changer notre récit. C'est la manière dont nous avons utilisé nos collections. Je crains que dans une semaine, nous devions refermer nos portes, mais pour l'instant, ces expositions racontent une histoire. Par rapport au Louvre Abu Dhabi, c'est vraiment un petit peu comme le Louvre Abu Dhabi. Nous sommes d'une certaine façon loin des capitales européennes et ces grandes collections essayent. C'est à peu près la même chose qui nous arrive. C'est vraiment l'idée de développer des musées et décider d'en faire des points focaux par l'acquisition de collections. Et pour nous, l'Ermitage, c'est vraiment l'idée de l'Ermitage. C'est notre histoire, c'est l'histoire de nos collections depuis Alexandre Ier. Et voir des collections, et pouvoir voir leur développement, leur évolution. Et c'est vrai qu'on peut interpréter l'histoire d'un pays. Il faut en parler, il ne faut pas avoir honte de l'histoire que racontent nos collections. Il faut que aussi le public change de perspective, de point de vue et qu'il arrête de considérer les musées comme des endroits de stockage des œuvres d'art. Les musées sont au cœur de la conservation de la mémoire. Avant, les gens, on rappelait simplement aux gens l'histoire de l'édifice, par exemple, le plaisir de se promener au travers de nos galeries. Donc, c'est très important. L'histoire que nous devons raconter est l'histoire d'une nation. Nous devons travailler sur la mémoire. On peut voir ce qui se passe dans le Caucase actuellement, mais les musées doivent conserver ce rôle de collection, de préserver les collections et peut-être travailler sur le dialogue des cultures. Nous avons un rôle crucial dans ce monde et ne pas être les uns face aux autres, mais plutôt être ensemble. Les gens, parfois, des monuments sont détruits, on essaye de reconstruire l'histoire, mais nous sommes là pour rester intacts. Et pour être très actifs,
les musées doivent être inaudibles, comme au Louvre à Abu Dhabi. Nous enseignons aux gens, nous apprécions les choses ensemble. Nous sommes les institutions les plus importantes pour le développement. Inaudible. Merci. Merci et également de nous avoir montré ces magnifiques tableaux et de nous avoir rejoints depuis Saint-Pétersbourg. Être l'art est magnifique et vous nous l'avez redit, cette idée de médecine, cette idée de questions immédiates que nous avons eu à gérer et que nous continuons à gérer en 2020. Et bien sûr, ça a été difficile pour beaucoup de gens et c'est pour ça que l'art reste au cœur des choses. Et donc, voici la deuxième partie de notre intervention. Changer la mémoire, mais également la préserver, comme le professeur Piotrowski l'a dit. Comment est-ce que nous pouvons représenter l'histoire de manière précise pour ces collections? Elles sont pertinentes à certains moments, si je peux. Donc peut-être maintenant, Dr Noujaïm, est-ce que vous pouvez rebondir sur cela? J'aimerais. Je commencerai peut-être par... là encore, par une spécificité de nos expositions qui sont semi-permanentes. Il y a beaucoup d'histoires que l'on peut raconter et il y a différents fils de narration. Il n'y a pas de narration de récit universel. Nous travaillons à rechercher une approche transversale de l'art. Nous cherchons à définir des thématiques, avoir une approche temporelle spécifique et thématique également. Je pense qu'un objet ou une œuvre d'art ne raconte pas une histoire unique, mais en raconte de nombreuses en fonction de l'angle avec lequel vous l'attaquez. Dans le Louvre à Abu Dhabi, de manière plus spécifique, je pense que nos œuvres d'art prennent un sens par le dialogue avec les autres œuvres d'art qui les encadrent. Je pense que nous sommes... peut-être que nous ouvrons un nouveau chapitre dans l'histoire des musées qui... J'ai en tête Roland Barthes me vient qui, pour moi, résonne avec l'histoire de l'art islamique et avec Khaldoun qui dit que le passé ressemble au futur comme l'eau, comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau. Donc, les musées, l'idée de musée pour nous est de présenter l'histoire à travers les œuvres d'art. Une œuvre d'art qui parle, qui est autonome et qui raconte une histoire. Mais j'aimerais peut-être réagir sur ce qui a été dit plus tôt. Évidemment, les musées et les collections et les musées, c'est sûr. Mais également, il ne faut pas oublier le public. Vous me demandiez au début de cette session, quel impact avez-vous ressenti? En fait, quand nous avons ouvert en juillet, et je crois que nous avons été les premiers à réouvrir en juillet dans la région,
une collection qui n'a pas d'audience, qui ne rencontre pas son public, c'est difficile à gérer. Il nous faut, les musées ont besoin des collections pour être des musées, mais également une collection a besoin de rencontrer un public de manière à devenir complète. Pour moi, ce sont les deux volets de l'histoire. Merci beaucoup. J'adore l'idée que les collections ont besoin de l'audience, de la réaction et que tout cela soit fait. Cher Raour, votre réaction, s'il vous plaît, concernant le récit, est-ce que ce soit pour les expositions, les collections, ou de rassembler, de créer quelque chose ensemble, d'organiser quelque chose ensemble, comment réagiriez-vous à cela? Notre collection à la Fondation de Sharjah se base sur les collections des derniers millénaires. Notre travail concerne le travail moderniste et contemporain. Et il y avait quelques annonces médiatiques récemment qui ont été faites concernant notre collection, mais certaines de nos collections sont stockées la plupart du temps car nous n'avons pas suffisamment d'espace d'exposition. Et donc l'idée serait d'avoir un immeuble qui serait dédié à la collection au sein de l'université à Sharjah et qui serait plus accessible aux étudiants et pour tous ceux qui vivent dans le quartier, mais le professeur Piotrowski l'a mentionné notamment, lorsque l'on parlait de rapatriation ou de pillage des musées qui ont été discutés de façon importante récemment, comme nous l'avons mentionné avec le mouvement George Floyd, d'autres voix sont entendues. Je pense qu'il est important de voir l'histoire des collections des musées d'un point de vue des objets qui sont exposés actuellement ou qui sont expliqués de façon à ce que nombre de ces objets sont utilisés comme des objets virtuels, ont beaucoup de valeur pour les communautés et ces discussions sont très importantes. Je ne pense pas que ce soit vraiment de se tourner contre les uns des autres, mais je rejoins mes collègues et mes amis qui luttent contre cela. Mais par rapport à ce que nous collectionnons, c'est véritablement une collection bien plus contemporaine. Merci. Monsieur Govan, si je peux me tourner vers vous concernant les récits et les discussions que vous avez actuellement, à savoir qui gère les récits et à quel point nous pouvons être réactifs. Nous pouvons faire appel à certaines histoires, même si ce sont des histoires qui sont un petit peu inconfortables ou avec lesquelles nous sommes en désaccord. Cela perpétue l'histoire, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ce sont les questions clés de notre temps. Nous avons ces œuvres d'art et ils racontent de nombreuses histoires, pas seulement une histoire. Donc, il y a l'objet, mais il y a aussi le musée. Et la question du récit, on veut penser au musée comme un objet, comme quelque chose d'objectif, mais nous ne le sommes pas réellement. Chaque musée a un récit qui est structuré comme il souhaite être exposé, mais par rapport à quelle frontière, dans quel contexte faisons-nous cela? Donc, la réalisation est importante, le contexte est important et c'est la question du XXe siècle comme du XXIe siècle. Et comme Soraya l'a dit, nous pensons au public. Et si nous pensons aux collections et à ce musée à Los Angeles, nous avons un public très, très divers qui nous arrive du monde entier, qui parle une centaine de langues. L'histoire est pour l'avenir. Nous devons développer les récits qui sont pertinents et qui sont inclusifs avec ces différentes caractéristiques, ces différents futurs. Mais l'histoire change tout le temps. Et la façon de nous référer à des monuments démontre que l'histoire est pleine d'une histoire changeante, d'une évolution. Il n'y a rien de fixe. Et en réalité, cela a été très controversé à Los Angeles. Non seulement sommes-nous en train de développer de nouveaux immeubles, mais je repensais au Louvre à Abu Dhabi notamment, qui
qui a pris de l'avant à développer ces différentes structures pour les présentations et différentes étiquettes dans différents contextes par rapport à ce qui se trouve autour d'un objet. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est ce que nous avons besoin de faire et c'est ce qu'il faut voir arriver. Donc, j'espère que le musée ne sera pas seulement différent dans sa façon physique, mais même le programme, le logiciel sera différent. Nous allons changer les objets régulièrement. Nous allons démontrer des objets autour de différents récits et non pas un seul récit de la façon classique par laquelle nous organisons un musée par géographie ou par aire ou par temps. Mais si nous organisons cela par aire ou par temps, ma question préférée est de savoir, mais donc ça veut dire que seulement 1% du musée est dirigé par les femmes et le public est 50% des femmes. Et donc, historiquement, il est vrai qu'il est difficile de montrer les choses car il n'y a pas autant d'objets. Ma réponse a toujours été que, eh bien, changer la façon dont vous organisez le musée. Un ordre différent pour pouvoir démontrer les choses différemment, car il est très important que nous soyons inclusifs, pas seulement par rapport aux idées du passé, mais pour nous demander réellement ce que nous voulons être et où nous voulons aller. C'est important. Et donc, dans cette organisation des musées, ce n'est pas objectif. Il nous faut accepter la responsabilité de cela et réfléchir à comment nous allons réorganiser la collection. Je pense que la flexibilité, effectivement, est un mot-clé pour le futur. Nous sommes au Louvre à Abu Dhabi dans cette flexibilité constante. Nous parlions de la rotation annuelle, etc. Je reste convaincue que c'est un mouvement qui, chez nous, à Abu Dhabi, nos partenaires au niveau régional, local, nos partenaires français aussi, bénéficient de ce mouvement. Nous bénéficions tous de cela qui nous permet finalement de réécrire, on va dire, une partie de l'histoire chaque année. Je vous écoute là et vraiment cela me vient à l'esprit. Quelques ajustements doivent être faits, mais ils n'ont pas besoin d'être révolutionnaires non plus. Mais lorsque je pense à certaines galeries qui parlent des routes commerciales, oui, des voies commerciales, on a parlé de la céramique et cette année, avec l'équipe, on a pensé à se partager vers un autre réseau concernant les commerces de l'or et de l'argent. Donc, il s'agit vraiment de développer chaque objet, chaque collection, de créer l'occasion d'enrichir ce récit. Je me considère, l'équipe se considère chanceuse d'être capable de réajuster constamment et de travailler constamment sur les thématiques euh, qui étaient mises en place il y a 2 ans. Il n'y a pas une vérité, il y a tellement de côtés de la pièce, mais je suis d'accord, la façon dont nous exposons, l'ordre de placement des objets demeure quelque chose qui est organisé, mais ce qui n'a pas été mentionné encore, je dirais que cela résonne encore avec ce que Sheraho disait au début. Il s'agit de la matérialité de l'objet et la rencontre directe avec l'objet, l'émotion, l'expérience ressentie qui n'est pas racontée d'une certaine façon, mais qui est ressentie et transmise par l'esthétique ou par l'émotion esthétique que le musée représente et que le musée apporte. Merci beaucoup. Oui, professeur. Si je puis me permettre de vous montrer encore quelques photos et vous montrer encore quelques points que l'on adresse. L'exposition que je mentionne
concerne l'exposition russe, allemande. Donc, on parle de l'âge de fer en Europe. Il y a ce dire où on ne montre pas tout ce qu'un musée a. Mais si vous avez toute cette archéologie qui vient de différents musées, par exemple les Russes ici, à des kilomètres, des gens ne le verront jamais. Si on se concentre sur l'exposition en Europe, l'ère de fer, c'est en Europe et au nord de l'Europe. On a la Grèce, l'Iran et ces barbares qui petit à petit sont devenus des Européens, donc cet art celtique, etc. Donc à travers l'histoire, on démontre que tout sera démontré. Ici, il y aura un petit peu de Grèce et on peut voir ces différents développements. Et ceci sera aussi dépictera le premier millénaire. Une autre diapo, s'il vous plaît. Ces choses viennent des musées russes, allemands, et certaines arrivent aussi des musées allemands qui ont été confisqués, transportés en russe, ensuite dans l'Union soviétique après la guerre, et, ensuite volés par les nazis. Certains sont revenus, certains sont restés ici. Euh, c'est une problématique compliquée. Il y a des complications politiques qui ont démontré une problématique importante, mais cela sera résolu rapidement. Il nous faut nous montrer que cela a été démontré au public pour être étudié. Nous avons démontré ces objets, nous avons développé des catalogues, nous resterons des objets, que ce soit des objets russes ou allemands, et nous offrons un exemple au monde. Vous savez, j'ai toujours dit, les musées sont bien mieux que ce qui nous entoure. Nous démontrons comment nous pouvons résoudre des problématiques pour l'humanité, pour le bienfait de l'humanité. Angela Merkel l'a dit, ce musée va nous apprendre, les politiciens, comment résoudre des problèmes. Ici, nous adressons à une autre problématique, à savoir comment nous ouvrons l'exposition au public. Mon partenaire allemand, qui est directeur des musées à Berlin, est ici devant l'écran. Seulement 2 caméras sont ici. Et c'est là que nous développons les expositions, mais il y a de nombreuses cérémonies aussi qui sont organisées. Mais nous aurons de nouvelles cérémonies qui seront organisées, des décisions qui seront prises. Et il nous faut savoir que nous travaillons pour le public. Mais on ne peut pas les décevoir, mais nous savons mieux. On ne peut pas écouter les autres aussi. C'est nous qui savons, c'est nous les experts. Il y a différentes présences de l'histoire et c'est nous qui pouvons voir comment nous pouvons démontrer. Il est bien d'avoir des choses différentes et d'expliquer les choses de façon différente. Merci pour cela. Je suis originellement de l'Irak. Il y a de nombreuses conversations qui nous arrivent de l'Irak. Et comme l'Irak, nous sommes très reconnaissants d'avoir accès à toutes ces choses, surtout pour les musées nationaux de l'Irak. Mais je pense que l'importance est ce rôle de collaboration et les histoires racontées par les différents gouvernements. Il y a différents récits autour de cela et pas seulement l'histoire autour d'une œuvre d'art ou de cette expérience de conservateur. Mais dans cette conversation, quand on parle de partage de collection et de développement d'une collection, nous avons parlé de cela. Mais professeur Petrovski, vous avez dit qu'il est important d'avoir une collection permanente à cause de l'histoire de cette collection qui relate
le musée. Mais chez Raoul, vous avez dit que c'était des collections contemporaines et vous évitez qu'elles soient stockées et gardées de côté. Mais justement, développons cette idée, l'idée des collections permanentes et les collections que l'on partage. Mais pourquoi ce changement a-t-il lieu? Est-ce que c'est une question économique? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que vous voulez vous assurer que vous avez une audience plus large à cela? Dites-nous ce que vous en pensez. Je pense que pour nous, comme je l'ai mentionné, il ne s'agit pas ici de le garder, en stock, mais nous collectionnons des œuvres d'art qui ont un sens, pour le public. Je pense que je suis en désaccord avec, le professeur Piotrowski. Je pense que le public, comprend aussi que nous ne sommes pas là pour, leur expliquer l'histoire, mais c'est une conversation et lorsque nous prenons un risque, de développer, une nouvelle exposition, nous avons confiance en l'artiste. Les artistes sont très importants dans la discussion et dans la façon dont nous travaillons. Et lorsque nous avons produit des travaux, il est important que ceux-ci participent à la collection. Donc, c'est une histoire de la collection et comment elle a été développée et comment nous pouvons l'utiliser et comment l'histoire parle de la politique à travers ses voix. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'artistes avec lesquels nous travaillons, surtout dans le sud, et nous avons de nombreuses discussions ensemble pour voir comment nous intégrons les autres aspects de l'histoire. Il y a d'autres côtés de la pièce, la façon dont certains travaillent, sorry, les croisades, l'histoire arabe, Malouf. Il est très important pour nous et d'autres voix de pouvoir être entendues. C'était un point que je voulais mentionner. D'un autre côté, l'idée avec le partage des collections, et nous avons eu cela avec de nombreux collègues dans le monde, malheureusement, il est très difficile de toujours partager. De nombreux musées, si vous allez emprunter des œuvres d'art de chez eux ou si vous faites voyager des œuvres d'art, cela implique de nombreux coûts avec l'assurance. Il nous faut un registre pour les permettre de passer les frontières. Donc, je pense qu'il y a le rêve de vouloir partager des connexions et nombreux bah, en prête des œuvres d'art à différentes expositions, mais toujours il y a le coût. Qui va payer pour le voyage? Qui va payer pour l'assurance? Et chez nous, l'institution à Sharjah est une institution non profitable, donc il est très important de décider, non lucratif, et c'est important de décider comment nous allons trouver la solution pour ce partage de collections. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler notre audience qu'ils sont les bienvenus à poser leurs questions dans la boîte Q&A en bas de l'écran. Il nous reste à peu près 25 minutes, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc, si je peux maintenant revenir vers vous concernant le partage des collections. Dites-nous à quel moment vous voulez partager cette opinion. Il est important de voir cette différence d'opinion et comment nous pouvons partager la complexité de tout cela et surtout relater notre rôle en tant qu'éducateur. Je suis d'accord lorsqu'on dit cela. Souvent, on suit ce qui est populaire, ce que les gens recherchent en ligne, mais en tant qu'éditeur, je dois quand même reconnaître que ça, c'est ce qui est important et je suis très en faveur avec ce que le professeur Piotrowski a dit, mais aussi Sherahoud nous dit il y a une conversation qui est nécessaire. Vous devez être réceptif avec ce que votre audience vous dit et vous changez par rapport à cela. Qu'en pensez-vous de tout cela? Je ne pense pas qu'il y ait de conflit. Et pourquoi avoir cette expertise pour voir toutes ces idées et ce point de vue? Je pense que il y a eu ce point de vue et rien de plus. Donc, tout ce que nous avons fait, ça a été de passer de l'un à l'autre. Je pense que la question a été relevée. J'ai été l'année dernière en Corée et là, j'offrais des objets et pour moi, c'était normal qu'un objet soit placé dans son lieu d'origine ou, par exemple, une tribu en Alaska développait un truc
on a développé des amitiés à travers ce partage d'objets qui relateront ces objets et qui vont promouvoir ces échanges et ces emprunts. Et nous n'avons pas besoin de tout cela. Les civilisations sont là. Nous sommes ici ceux qui prennent soin de ces objets. Donc là, nous partageons les objets pour développer l'amitié. Donc, une des choses les plus importantes, d'ailleurs, Michael l'a mentionné de façon très passionnée, de comment nous pouvons instructer les expositions. C'est une technologie qui a été avancée et qui est si importante, mais je pense que nous devons maintenant prendre ce que nous avons appris de tout cela et l'appliquer à nos collections, car il y a une flexibilité à ça. Et la flexibilité est clé. Nous réarrangeons les objets. Nous n'avons pas un seul récit. Permettons différentes voix, différentes opinions d'un public à un public, mais aussi d'un point de vue d'un invité et non occidental. Et cela se relate de notre émotion. Ce que nous apprenons des expositions, c'est que nous écoutons notre audience. Il y a cet échange, ce partage, et il s'agit ici d'appliquer la totalité de la chose. Lorsqu'il est cependant coûteux de partager des collections, il n'est pas coûteux de partager les collections au niveau local. À Los Angeles, il y a 10 millions de personnes et certains lieux nécessitent 1 heure de conduite. Cela est très peu coûteux et très efficace de créer un système de partage de collections avec les collèges, les universités et les musées où il y a de grands segments de population, comme par exemple à Los Angeles, comme nous le savons, qui n'ont pas forcément accès aux musées. Ça ne fait pas partie de leur quotidien et que plutôt que de construire des branches à Abu Dhabi, et pourquoi ne pas construire une annexe au sud de Los Angeles? Et ce type de réseau est peu coûteux et très efficace. Et dans ces espaces, nous les utilisons comme le Louvre Abu Dhabi le fait, nous l'utilisons comme un laboratoire de pensée, de développement de pensée, où nous partageons avec nos voisins et la localité de comment nous pouvons développer ces récits. Ce n'est pas un récit, mais il faut voir comment nous pouvons développer cela. Et c'est une conversation à double voix et nous l'appliquons. Et il nous faut voir comment nous comprenons cela dans nos organisations. Certainement, je dirais ici que ceci est un parcours que nous sommes en train d'établir à Louvre, Abu Dhabi, qui est le partage aussi des choses et la représentation des collections d'art, etc., de nos collègues qui sont très proches à nous. Des Émirats arabes unis, de la région, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons et nous avons l'intention de continuer à travailler là-dessus dans l'avenir. Donc, à cet égard, j'aimerais aussi dire que nous voulons rendre la collection encore plus universelle. Comme vous l'avez dit, ces objets ne nous appartiennent pas, l'histoire ne nous appartient pas, ça fait partie de l'histoire d'aujourd'hui et qui a changé l'humanité, qui va changer demain. Ceci dit, voilà comment nous développons notre collection qui est essentiellement et qui va continuer à l'être dans l'avenir semi-permanente. Et si je peux résumer, nous utilisons le meilleur des deux angles et nous sommes ravis de pouvoir présenter une des plus belles collections du monde et bénéficier aussi de ces collections et de ce partage des collections que nous avons empruntées à certains musées français. Et c'est un point que j'aimerais bien souligner. Donc, oui, certainement, je pense encore une fois, et je suis désolée d'insister là-dessus, parce que nous jouons un rôle d'incubateur
Et c'est tout ce que je voulais partager avec vous et vous dire encore une fois. Je suis sûre que cette approche est émotionnelle, mais elle est aussi importante que le récit pour nous. C'est un chapitre et vous pouvez lire l'histoire là-dessus. Voilà pourquoi l'audience est importante. Vous lisez un livre et vous êtes le seul à le lire, donc vous pouvez l'interpréter, vous pouvez le voir de plusieurs perspectives à la fin du jour. Donc nous avons plusieurs questions que je vais commencer à prendre, beaucoup de questions. Parle de la possibilité en ligne ou virtuelle. Nous avons plusieurs suggestions sur le partage des ressources virtuellement. Donc, quel est le statut des droits d'auteur de l'exposition virtuelle? Donc, il y a cette problématique des droits d'auteur. Et quelles sont vos expressions et vos pensées à cet égard? C'est très intéressant parce que, en fait, il y a 12 ans, nous avons commencé à concevoir nos catalogues dans plusieurs résolutions. Et certaines personnes me disaient qu'il fallait monétiser cela et partager, en fait, ces catalogues avec le public, et je crois que nous allons rendre ceci accessible. Oui, certainement, il s'est avéré qu'il est un peu plus cher qu'on nous l'avons imaginé. En ce qui concerne l'accessibilité, elle est immense. Certainement, nous avons commissionné les objets d'art dans le domaine virtuel. Et je crois que pour répondre à la question, en fait, donc je parlais du côté émotionnel, mais en partageant l'espace numérique, on crée plus d'engagement, mais en fait, ceci rend les musées physiquement vulnérables. Donc, comment il faut voir le côté émotionnel, l'espace, les circonstances, parce que l'art en général peut être accessible en ligne, ce qui est merveilleux pour les musées de pouvoir être opérationnel et de présenter en fait tout ce côté, mais il faut qu'il soit immersif, que les individus soient connectés aussi. Et je ne crois pas que ces deux côtés virtuels et physiques sont en conflit, mais ceci crée plus de possibilités, mais aussi plus de défis à l'espace virtuel. Dans le temps de Covid, nous avons fait appel au public et à l'audience de visiter parce qu'ils peuvent tirer profit. Nous espérons que le Covid ne va pas durer éternellement, mais utiliser ce moment, surtout au niveau local, pour visiter les espaces vides. Mais comme vous avez dit, Michael, il est très intéressant de créer en fait cet espace numérique, virtuel, et qui soit commissionné. Et oui, certainement, au Louvre, à Abu Dhabi, c'est quelque chose qui présente tout un espace de développement. Les prix ont été accélérés et les équipes travaillent là-dessus aussi. Nous avons une question dirigée à M. Petrovski. Vous parlez des musées et de la gestion des collections, mais il y a maintenant une pétition en ligne en Grande-Bretagne qui demande au Parlement britannique de permettre aux fondateurs des musées de décider si l'accusation de tout objet de collection ou
toute statut. Donc, c'est une communication en Grande-Bretagne concernant les collections dans les musées britanniques. La question, c'est est-ce qu'il ne doit pas y avoir ces personnes, ces trustees qui doivent prendre ces décisions. Donc, il faut mentionner l'aspect politique et l'aspect culturel qui doit renforcer la prise de décision. Enfin, c'est une question très importante. En fait, ces personnes, ces administrateurs, ce ne sont pas les propriétaires des musées. Et quand j'ai visité les musées britanniques, ils ont parlé de ce besoin de ces administrateurs, mais moi j'ai dit non, on n'a pas besoin de ces administrateurs. Et parce qu'il y a des gens qui dictent à ces administrateurs, à celui-là ou à un autre administrateur. Donc ceci est politisé. Et en fait, il faut que les musées puissent décider et trouver des solutions. Trouver des solutions, comme on a dit, parce que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'ils ont l'air. Et depuis qu'on a étudié plusieurs problématiques, il faut aussi ne pas négliger les solutions politiques qui peuvent intervenir. Donc, il faut voir les choses du point de vue des administrateurs, du public et du gouvernement. Tous ensemble peuvent prendre des décisions. Merci beaucoup. Donc, nous avons plusieurs questions. Une question. Il nous reste 12 minutes. Comment voyez-vous vos institutions d'ici 5 ans? Donc, est-ce que vous allez changer à cause des développements qui ont eu lieu? Donc, du point de vue stratégique, où est-ce qu'on peut voir vos institutions d'ici 5 ans? Je vais commencer par vous, Chéra. Nous travaillons certainement sur plusieurs projets. Plusieurs personnes se sont rendues compte que nous avons un nouvel établissement que nous sommes en train de rénover depuis 10 ans. On fait la rénovation de plusieurs bâtiments, anciens bâtiments. Donc, on va inclure un planétarium, une salle de cinéma, et nous essayons de créer plus d'espace pour l'échange social. Et nous avons utilisé Covid. Et il y a beaucoup de ressources en ligne. Donc, on a pu voir aussi comment créer des ressources en ligne. Donc, ceci était excellent. On a pu voir des choses qu'on n'a pas pu voir en personne. Donc, il faut utiliser la technologie durant Covid et profiter en fait de nos programmes qui ont eu lieu physiquement et qui vont renforcer, comme l'a dit Michael, et pouvoir avoir les deux plateformes et d'atteindre plus d'audience. Merci. Merci. Michael Govan. Alors, j'espère que dans 5 ans, nous discuterons des mêmes sujets, mais cette fois en présentiel. En ce qui nous concerne, en 2024, cela va être spectaculaire. Nous aurons donc un nouveau bâtiment, mais également une douzaine de conservateurs avec des expertises multiples qui vont travailler ensemble pour repenser notre histoire. En 2026, nous aurons des petites propositions et des collections organisées à travers l'espace. Franchement, je ne sais pas vraiment. Mais je suis sûre que cela va être extrêmement intéressant vu le niveau d'intelligence et d'expertise de tous ceux qui sont impliqués dans cela. Mais repenser notre industrie et reconsidérer également cette idée d'un musée unique, mais peut-être le diviser en divers espaces, dans diverses communautés,
encore une fois, vraiment, le plaisir d'avoir le futur, c'est que vous ne savez pas exactement comment il va se dérouler devant vous et c'est vraiment des perspectives extrêmement enthousiasmantes. Merci. Monsieur Petrovski, comment vous envisagez l'avenir dans 5 ans? Je pense que dans 5 ans, nous irons à Los Angeles et nous aurons un lancement extraordinaire, une ouverture nouvelle et ça nous permettra également de nous rencontrer. Ah, j'ai vraiment hâte que ce soit le cas. Donc, nous sommes tous invités à Los Angeles, si j'entends bien. Mais professeur Piotrowski, est-ce que je peux vous demander, nous avons eu beaucoup de questions par rapport à cela. C'est donc cet échange entre le numérique, la présence numérique et la présence physique, cette expérience muséale, qu'en pensez-vous? C'est merveilleux. Nous sommes arrivés à un bon équilibre. Et il faut pour cela toutefois être instruit, avoir l'instruction numérique, technologique, et d'avoir un site, de pouvoir être capable de faire l'aller-retour entre ce que vous avez appris et aller vers le site ensuite pour continuer à vous renseigner. Et là, je pense que nous sommes parvenus à un point où nous pouvons combiner tout cela. Nous avons vraiment l'expérience. Et cette possibilité et cette manière maintenant de pouvoir faire les choses comme il le faut. Merci. Docteur Noujaïm, et nous alors dans 5 ans à Abu Dhabi? D'ici 5 ans, je pense que j'aurai commencé un projet qui est en cours de réflexion, certainement l'ouverture de la promenade, des espaces extérieurs, les expositions. Bien sûr, ça c'est les activités régulières d'un musée. Moi, personnellement, ce que j'aimerais voir est aussi intégré dans l'expérience visiteur et dans la recherche également parce que, comme le professeur Piotrowski l'avait dit plus tôt, il y a l'expérience visiteur, il y a les collections, mais il y a également la question de la recherche. Donc, développer cela, mais également, probablement, commencer à incorporer dans ces récits l'héritage, le patrimoine intangible. Donc là, maintenant, c'est une phase de développement et pour moi et pour mon équipe, c'est vraiment le prochain chapitre, travailler sur le patrimoine intangible corrélé aux œuvres présentées. Nous sommes très intéressés par le son, par les sons du monde, par de nombreuses thématiques qui devraient trouver leur place et s'intégrer dans le récit, dans le Louvre, du Louvre à Abu Dhabi. Mais j'aimerais également voir dans notre institution un musée qui soit en contact avec le public, avec la société dans laquelle il est intégré. J'aimerais que cet endroit soit le lieu commun de chacun. Nous aimerions également que cet endroit se consacre aux artistes et qu'ils s'y sentent chez eux. Oui, les artistes. Pour moi, donc, il y a beaucoup de domaines de développement qui soient liés à l'expérience et à la recherche. Et enfin, et liés à la mise en récit. Mais des choses intangibles, c'est vraiment quelque chose qui occupe notre esprit et auquel nous devrions associer des collègues du monde entier parce que c'est quelque chose
parce que c'est gros, c'est énorme. Nous avons une question de Cher Abdallah qui est donc un artiste d'art visuel ici des Émirats et elle demande, elle parle donc d'une plateforme collective de différents musées qui seraient accessibles de différents endroits du monde. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que l'on pourrait envisager, une plateforme collaborative, une plateforme muséale collaborative et internationale? Je pense que les plateformes mondiales, c'est vrai que les plateformes numériques, c'est un petit peu des champignons, elles fleurissent un peu partout. Mais c'est quelque chose qui a vocation à devenir de plus en plus ouvert. Toutefois, pour l'instant, elle s'est ouverte aux communautés muséales sur l'idée. Est-ce que ce serait, vous voulez dire qu'une plateforme ouverte au public? Pourquoi pas? On peut l'envisager. C'est peut-être à mettre dans la boîte à idées. Nous sommes proches de la clôture de notre session. J'aimerais encore remercier nos panélistes pour cette conversation très fructueuse. Ce symposium va se poursuivre. Quelques idées, quelques mentions. C'est vrai que le don de l'idée, c'est vrai que les musées nous en offrent beaucoup. Également, les discussions en toile de fond vont se poursuivre. La préservation de la mémoire, de l'histoire, et également prendre conscience que nous vivons dans des moments historiques nous-mêmes. Et c'est ce que les passerelles que toutes vos institutions nous ont offert, l'idée que le musée fait partie de la thérapie, c'est médical, comme le professeur Piotrowski l'a dit. Donc, les musées fournissent des passerelles et soignent les gens, permettent cette... et je voudrais que chacun d'entre vous nous dire peut-être que les participants, ou ceux qui nous ont regardés, qu'est-ce que vous voudriez qu'ils gardent avec eux et qu'ils envisagent pour l'avenir? Alors, Monsieur Gowan. L'idée, je pense que le futur et le passé, contrairement au passé, n'est pas fixe. Nous avons tous un rôle à y jouer et nous avons une pensée active à y insuffler de manière à ce que l'avenir puisse être façonné en fonction de ce que nous voudrions. Monsieur Petrovski, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, le rôle du musée est de transformer la collection, l'histoire, en dialogue. Votre Excellence, pour moi, un petit peu différent. Les choses sont un peu différentes. L'histoire n'est pas toujours ce que l'on vous enseigne. Et je pense qu'il faut être très ouvert dans la manière dont vous posez vos questions, de vous interroger. C'est important de considérer que c'est une industrie mondiale et de conserver un esprit ouvert. Pour moi, c'est mon motto. C'est vraiment désacraliser le musée. Les gens doivent venir, ne pas avoir peur des musées. L'art, les musées font partie intégrante du mystère, de l'inconnu. Et ils transmettent cette beauté qui apaise les esprits. Et c'est ce que j'aimerais que les gens puissent venir, qu'ils fassent l'expérience par eux-mêmes, pas seulement en ligne. Donc, toutes vos portes, je l'espère, resteront ouvertes ou le seront bientôt et c'est quelque chose d'essentiel pour nous tous. Merci encore, merci à nos participants et merci à tous ceux qui ont posé des questions. Bonne journée à tous, au revoir.